Bonjour, bonjour, cher ami internaute. Une question m'intrigue. Je veux épouser ma fiancée, mais je n'ai pas assez d'argent pour la dot. Que faire? Alors, bonjour mon cher époux. Bonjour ma chère épouse. Hey, qu'est-ce que la dot d'abord? La dot, tout dépend de la définition que l'on donne, mais si on se rapporte au Larousse, dans certaines contrées, c'est un bien qu'une femme, en général ce sont des meubles, apporte dans le mariage. Dans d'autres contrées, dans la plupart des pays, c'est un prix ou une somme que le futur mari paye à la famille de la jeune fille qu'il veut épouser. Et un des cas très peu répandus, c'est en ce qui concerne les sœurs, là on fait allusion à l'église catholique, où les sœurs payent un montant lorsqu'elles veulent entrer au couvent. Donc, mais je pense que nous, ce qui nous concerne, c'est beaucoup plus la seconde définition du prix que le futur mari paye à la famille de la fille. Voilà. Oh, ok. Et c'est dommage parce que ce prix-là qu'on paye devient comme un blocage pour les fiancés parce qu'ils n'arrivent pas à récolter la somme parce que ça devient tellement exorbitant. Et bon, là, on ne peut pas dire comme avec la bénédiction nuptiale ou le mariage à la mairie qu'il faut faire selon ses moyens parce que pour les autres, vous pouvez faire selon vos moyens, vous pouvez faire le plus simplement possible et dépenser le strict minimum. Mais pour la dot, ça ne dépend pas parfois de vous. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment, il y a des pays, comme ça a été dit, où évidemment la belle famille vous permet d'apporter ce que vous avez sans vous imposer quoi que ce soit. Et là, c'est plus un challenge pour le futur mari de pouvoir apporter ce qu'il estime être à la valeur de sa fiancée, même si on sait qu'il n'y a pas de choses qui pourraient égaler à cela. L'autre point qui malheureusement cause plus de problèmes avec la jeunesse d'aujourd'hui, c'est que c'est la belle famille qui impose et souvent ces derniers ont des exigences qui vont au-delà de ce qu'un jeune travailleur pourrait récolter en 1 an ou 2 ans d'épargne. Donc, ça complique un tout petit peu les choses quand même. Et bon, après, il faut bien y faire face. L'amour ne choisit pas la deux nationalités pour pouvoir économiser. Donc, il faut bien trouver le moyen de pouvoir honorer la personne que l'on dit aimer et avec qui on veut partager le reste de ses jours. Voilà. Oui, c'est vrai. Et pour cette question, je vais épouser ma fiancée, mais je n'ai pas assez d'argent. Ben, déjà, je pense qu'il y a 3 cas. Déjà, le premier cas, la personne soit est sans boulot, un chômeur. Le deuxième cas, la personne est sous la responsabilité encore de ses parents. Le troisième cas, la personne a un boulot, mais son revenu est restreint. Tout à fait. Déjà pour les 2 premiers cas, je dirais à ces personnes, je vais être assez direct. Dans le premier cas, je dirais trouvez-vous d'abord un boulot. Parce que aller épouser une femme, c'est prendre des responsabilités. Donc il faut déjà être en mesure de pouvoir se prendre en charge soi-même avant de pouvoir prendre en charge quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Ce qu'on a, exact. Si on est au chômage et qu'on a du mal à payer ses factures, du mal à se nourrir, du mal à se vêtir, du moins du mal à répondre à tous ces besoins de base qui, eux, sont super importants, sont vitaux, je vais dire, je vois très mal cette personne pouvoir aller épouser une femme et prendre soin d'elle. C'est vrai. Parce qu'après, on ne vit pas d'amour. Je ne vais pas dire d'eau glacée, parce qu'il pour avoir de l'eau glacée, il faut déjà pouvoir payer ses factures. Donc, ça c'est un. L'autre chose, dépendant des parents, ben, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, c'est-à-dire que l'on sort totalement de la dépendance des parents. Ce n'est pas qu'on devient ennemi aux parents, mais on a la possibilité de se prendre en charge et financièrement
matériellement, socialement, psychologiquement, moralement, ok, avant de pouvoir assumer ce rôle d'être chef d'une famille. Exact. Parce qu'on ne peut pas être, j'aime bien souvent le dire, sous-chef d'une famille. Non. Soit on est chef de la famille et on la conduit, soit on ne l'est pas. Ah, ça. Donc, il y a ce cas-là. Maintenant, le troisième cas de celui qui travaille, qui malheureusement n'a pas assez de revenus, je ne veux pas dire malheureusement ou heureusement, parce que c'est une grâce déjà de pouvoir travailler. Alors là, il faut avoir un plan. La première des choses, c'est de pouvoir estimer la dépense. C'est un projet qui s'étend sur un certain nombre d'années. Ok, on s'est rencontrés, on se prépare pour ce grand jour, on fait des planifications, mais après, le truc, c'est qu'il ne faut pas faire des planifications dans son coin. Ça n'aide pas du tout. Sinon, c'est une des mauvaises surprises que nous allons avoir, c'est qu'on va arriver, on se rendra compte que ils ont besoin de 2 millions et moi, j'en ai 500 000. Oui, c'est vrai. C'est la catastrophe. Le plus sage, c'est déjà d'écrire à cette belle famille pour leur dire que voilà, j'aimerais venir épouser votre fille. Dites-moi ce qu'il faut. Sans préciser de date. Pas besoin de préciser de date parce que on ne sait pas à quoi s'attendre. Si on prend l'engagement de venir dans une année et qu'après on se rend compte qu'il nous faut en réalité 3 ans pour assembler la somme, c'est des maux de tête à n'en plus finir. Ah oui, c'est vrai. Donc, pour ne pas avoir de pression, surtout que les deux personnes s'aiment et se font confiance, ça, il n'y a pas de souci. On écrit, on reçoit la réponse, on a le temps d'étudier la réponse et d'évaluer la liste. Ça, c'est dans le cas où, évidemment, la belle famille vous impose une liste, selon le contexte culturel et autres et tout. Alors, à ce moment, vous faites une estimation, vous voyez en fonction de votre revenu, combien est-ce que vous pouvez mettre de côté chaque mois pour pouvoir atteindre ce montant. Maintenant, il y a des moments où il va certainement nécessiter d'avoir un boulot additionnel en plus ou de une activité additionnelle pour pouvoir atteindre le montant sur un certain laps de temps. Sans toutefois s'esquinter, parce qu'il ne faut pas arriver au mariage tout à fait épuisé, en très mauvaise santé. Ce ne sera pas un jour de joie parce que tout le monde va sauter et vous aurez des malaises à gauche à droite parce que vous avez travaillé un peu comme un fou. Donc il faut se ménager et il faut voir de manière sage comment le faire. L'autre chose aussi, c'est de procéder par étapes. Généralement, quand on parle de dot, c'est en 3 étapes. Il y a généralement le premier 20, le deuxième 20 et on fait la dot proprement dite. Et généralement, les 2 premières étapes sont beaucoup plus moins chères. On peut déjà, au bout d'un certain temps, commencer par celle-là, ne serait-ce que pour rassurer la famille et pour montrer son engagement à vouloir aller jusqu'au bout et prendre le temps qu'il faut pour se préparer. Et ça, c'est vraiment important. Le truc, c'est qu'il faut comprendre, c'est que les dots, à l'origine, c'était des choses symboliques. C'était pour montrer la valeur, évidemment, qu'on attribuait à la femme qu'on veut épouser. Mais, avec le temps, ça a changé. Aujourd'hui, c'est tout un commerce. Ça a pris une telle ampleur que certains parents veulent récupérer l'investissement qu'ils ont fait sur leur enfant. C'est un business. C'est un business. Et c'est désolant de le voir parce que aujourd'hui, je suis père, j'ai une fille. Je ne me vois pas en train de vouloir récupérer ce que j'investirais sur ma fille. Parce que c'est mon rôle en tant que père. Et encore, les enfants n'ont pas demandé à naître. Mais c'est vers ça que nous sommes aujourd'hui. Ce qui fait que tout jeune homme, en se préparant ou en rencontrant une fille, doit l'avoir en tête. Et se préparer en conséquence par rapport à ça. Pour ceux qui sont déjà fiancés, eh ben, il faut déjà commencer à le faire maintenant. Pour ceux qui ne le sont pas, si vous avez la grâce de commencer à travailler, commencez à le faire beaucoup plus tôt. Ça vous évitera d'avoir à gérer une telle pression à l'arrivée de l'événement parce que notre premier salaire, on a acheté un véhicule, on a voulu faire la belle vie, machin, autre et tout. Et après, ça nous rattrape. Ah, c'est l'une des choses. Pour revenir à comment faire,
La deuxième chose dont j'ai parlé, c'était pouvoir faire des épargnes. La seconde des choses, c'était évidemment voir comment avoir un second boulot. En parlant de second boulot, c'est voir une autre source de revenus. Quelles sont les choses dans lesquelles je peux investir qui peuvent me générer des revenus? Certains aussi procèdent de la manière suivante, c'est-à-dire ils n'attendent pas d'avoir la somme globale pour tout acheter. Ils achètent les choses au fur et à mesure. Mais là, je veux dire, faites attention parce que assurez-vous d'acheter de la qualité. N'achetez pas un truc moins cher qui vous sera rejeté lorsque vous irez voir la belle famille. Achetez de la qualité, quelque chose qui en vale la peine, comme ça vous faites un achat et c'est bon. La quatrième chose, c'est déjà de voir aussi comment, alors, à ce niveau-là, je conseille, c'est vrai que beaucoup le font, mais je ne le recommande fortement pas, de prendre un crédit pour ça. Parce que, vous n'avez aucune idée de ce que vous allez rencontrer dans le mariage. Alors, ne prenez pas de crédit pour ça. Ne vous endettez surtout pas pour ça, parce que après, ça risque d'être très difficile et ça peut me rendre le mariage amer, au lieu que ce soit une source de joie. Parce qu'il faudra gérer déjà beaucoup de pression de départ. Ça, il faut l'éviter. On ne s'endette pas pour faire manger et boire les gens. Ça, non. Ça, c'est une règle d'or. Je pense que ça, il faut voir comment s'arranger. Mais l'autre chose, c'est que la fille pourrait peut-être négocier avec sa famille pour réduire. Mais ça, il faudrait que ça se fasse en amont. Et il y a une certaine préparation qui se fait du côté de la jeune fille pour permettre à ses parents de pouvoir réduire la dot en fonction évidemment de la situation. C'est pour ça qu'il faut qu'à un moment donné ne pas avoir honte de donner la situation exacte du jeune homme à ses parents, sans toutefois le dévaloriser. Et enfin, une fois que ça s'est fait, l'autre option qui s'offre au jeune homme, c'est, je la recommande un peu moins, sinon pas du tout, c'est de négocier pour pouvoir faire la dot a posteriori. C'est-à-dire voir avec sa famille, et là il faudrait dire avec la famille, dire à la famille que bon écoute, moi je vais me marier, mais en réalité j'ai pas toute la somme qui est demandée, ou j'ai pas tout ce qu'il faut. Est-ce que on peut négocier pour que l'on fasse le mariage, et au bout de quelques temps on reviendra faire la dot. C'est un engagement qu'il faut tenir, surtout quand on donne un délai, quand on dit on revient dans 2 ans, 3 ans faire la dot, eh bien, revenez dans 2 ans, 3 ans faire la dot. Ça ne veut pas dire que, bon, on s'est marié, on a un nouveau couple, on se cherche l'appartement le plus cher ou le mieux placé de la ville, on se cherche un très beau véhicule et on oublie qu'on doit aller payer la dot. À cette allure, on ne la paiera jamais. Parce qu'il y a un enfant qui va venir et il y a des charges qui vont augmenter. Et on sera coincé. Donc, c'est pour ça que je dis que je recommande très peu. Mais si ça vous permet d'aller de l'avant et d'être marié autre et tout, d'accord, c'est une possibilité si les deux familles s'accordent. Mais il faut respecter l'engagement pris. L'autre chose que j'ai vu faire et qui peut souvent être une source de pression, c'est que les gens ils se marient à crédit, c'est-à-dire bon, on fait tout, je paye cette partie, l'autre partie je l'ai pas et je paierai ça avant. Alors attention, parce que ça peut être, comme dans l'autre cas évidemment, une source de pression. On peut avoir la belle famille qui nous rappelle constamment que on leur doit de l'argent parce que nous avons pris leur fille ou leur enfant sans avoir versé ce qui avait été demandé. Donc il faut être très prudent avec ça et être sûr qu'on a en face de soi des personnes qui, elles, comprennent et sont totalement d'accord. Un des paramètres qu'on ne prend pas en compte dans ce cas, c'est le cas où
la personne qui est le chef de famille décède, comment réagiraient les autres? Certains peuvent réagir de manière vraiment inattendue, mais en fait, le truc, c'est de se préparer à ça et d'être en mesure de dire que c'est ça que nous sommes convenus, c'est ça qu'on va faire. Mais pour que ça tienne, il faudrait déjà que vous-même, que l'engagement que vous avez pris, de payer la dot plus tard ou de le payer sur certaines échéances, je ne sais pas comment, puisse être tenu. Sans compter qu'à part ça, c'est une nouvelle famille dans laquelle vous entrez, donc il y a d'autres choses que vous devez gérer. Donc il faut être sûr que vous pourriez faire quelque chose de bon. Donc c'est ça, c'est la réalité. Dans certains pays, la loi est à 50 000, comme au Congo, et à droite. Mais en fait, le truc, c'est que les gens, ils ne le font pas parce qu'ils estiment que c'est pas assez valorisant pour leur fille. Et ça, je le comprends, je le concède, mais demander plusieurs centaines ou plusieurs millions de francs aussi ne rend pas pour autant votre fille plus valorisante que ça. Parce qu'en réalité, elle ne vaut pas des millions. Elle vaut beaucoup plus que des millions. Donc, en gros, c'est ça. Donc, préparez-vous avec vos moyens, évitez au maximum des dettes, discutez, renseignez-vous déjà sur ce qui vous est demandé. Ne faites pas du genre je me prépare et puis j'attends. Non, renseignez-vous, recevez les informations et préparez-vous en fonction des informations. La bonne nouvelle, c'est que la liste de la dot, elle ne change jamais. Même après 10 ans, cette liste est valable. La seule chose qui change, c'est le coût de ce qui est dans cette liste sur le marché. Alors là, il faut en tenir compte quand vous préparez. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités que tu as énumérées, mais la plus sage vraiment, c'est de se préparer en conséquence, de vivre simplement pour pouvoir mettre de côté au fur et à mesure, de faire un budget de ce qu'on doit donner. Mais d'abord, avant tout, connaître vraiment la liste exacte et de faire un budget et mettre de côté à chaque fois ce qui convient pour atteindre la somme, ou alors acheter les choses contenant dans la liste, mais acheter des choses de qualité. C'est exact. Tout à fait, ouais. Et prendre du temps aussi dans la prière aussi, parce que c'est Dieu qui conduit. Et il y a une dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est quand on parle de se préparer en termes de budget, certains ils vous diront je ne gagne pas beaucoup, mais en fait c'est pas qu'ils ne gagnent pas beaucoup. C'est qu'avant ils vivaient très bien avec 100 000, maintenant ils ont 500 000 et ils ne s'en sortent plus parce qu'ils payent des maisons à 250, 300 000, alors qu'avant avec un truc de 25 000 ils s'en sortaient. Le truc c'est qu'il faut garder les pieds sur terre. Retenez une chose, ce que vous percevez à la fin du mois ne doit pas changer votre manière de vivre. Si vous vous en sortiez avec 50 000, alors maintenez votre niveau de vie à 50 000, que vous ayez 1 million ou pas. Ça vous permettra facilement de pouvoir atteindre vos objectifs. Se priver de quelques folies, de quelques hamburgers, quelques parties piscine, quelques voyages ici par là pour mettre à chaque fois de côté. Bah ouais. De toute façon, après, vous aurez le temps de le faire. Donc. C'est sage en tout cas. J'espère que vous avez eu la réponse. Et pour ceux-là qui sont en préparation, qui vont bientôt se marier, qui sont en train de mettre de côté à chaque fois le nécessaire pour la dot, alors nous prions pour vous, que Dieu soit avec vous, parce que c'est celui-là qui pourvoit. Et nous souhaitons à tout le monde bon courage. C'est beau, c'est bien d'honorer la famille, c'est beau d'honorer aussi Dieu en se mariant. Et pour le reste des cérémonies, en tout cas, n'ayez pas de soucis. Honorez Dieu avec ce que vous avez,
faites la fête, c'est bien. Soyez aussi sages parce que la suite, c'est ça en fait le mariage. C'est la suite qui est intéressante. Le mariage, il commence quand tout le monde est rentré après la soirée. C'est là que le mariage commence en réalité. Avant, c'est juste manger et boire. Ah, ça, en tout cas. Ben voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. On se dit à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons